Hello Mathie, ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment tu vas? Ça va et toi, Aline? Bah écoute, très bien. Il faut que je te fasse une confidence, c'est que j'ai deux types d'invités sur ce podcast. Le premier type, c'est des personnes que je fais venir parce que j'ai envie de creuser un sujet d'expertise, j'ai envie d'avoir leurs conseils, etc. Et le second type d'invités, c'est des gens dont je suis jalouse et j'ai tellement envie de savoir comment ils ont fait et de décortiquer leur stratégie de succès et de réussite que j'utilise le podcast comme un prétexte pour aller creuser et leur poser toutes les questions que j'aurais adoré pouvoir leur poser autour d'un café et autres. Tu fais évidemment partie de cette seconde catégorie. Ça va, tu le vis bien? Ouais, je le vis très et même mieux d'ailleurs parce que tu vois bien, je suis pas la queen, de la stratégie ou autre. Moi, c'est beaucoup, «au cœur» entre guillemets, donc c'est totalement le genre de conversation que j'aime bien avoir. On s'est rencontrés, toi et moi, il y a quelques mois de ça, pendant un petit mastermind digital qui avait été organisé, et cetera. Et je me suis dit: «Ah bah tiens, je connaissais pas cette nana» et en fait, je sais pas, tu décollé vers la lune, je sais pas ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Je t'ai rencontré, j'avais fait mon petit benchmark, tu avais 59 000 abonnés, sur Instagram. Là, tu es actuellement à presque 20 000 abonnés de plus en 2 mois et demi. Genre trop de jalousie. Vas-y meuf, dis-nous comment tu as fait. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 bullet points à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas du tout et je pense tout spécialement, à nos auditeurs. OK, donc je suis Mathilda Mangula, j'étais coach consultante en reconversion professionnelle principalement. J'ai fait ça pendant 4 ans et ça fait quelques mois maintenant que je me lance full time sur la création d'une activité en ligne qui est finalement un petit peu la continuité de ma première activité. Hyper clair. Est-ce qu'il y a une petite anecdote, un petit fun fact qu'on pourrait savoir sur toi? Je pense qu'on l'abordera avec le contenu, mais je me suis lancée dans la création de contenu parce qu'en fait, mon mari en avait marre de m'écouter parler. Je parlais tellement, je vidais ma tête que je me suis dit: «Je sens qu'il n'est pas connecté à ce que je dis, je pense que je le saoule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter mes petites choses sur papier et que je vais aller dans mon studio tranquille et je vais aller les tourner». Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à faire du contenu en ligne. J'ai trop hâte d'aller creuser ça. J'ai prévu 3 axes aujourd'hui. Le 1er, c'est que j'ai envie qu'on décortique ton aventure Instagram parce que je suis sûre qu'il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut te piquer. Tu as parlé de ton pivot de coach carrière reconversion à monter une activité en ligne. Donc moi, c'est un truc que j'ai observé aussi ces dernières semaines. J'ai hâte de te demander pourquoi, comment, qu'est-ce qui a motivé ça et aussi parler un peu vie pro, vie perso parce que tu es maman et j'aime avoir des exemples de femmes qui réussissent, qui sont en train de tout dépoter, qui sont mamans aussi, qui, en tout cas en apparence, tu nous diras si c'est la vérité ou pas, n'ont pas l'air de faire de concessions ni sur le business, ni sur la vie perso. Donc hâte d'aller décortiquer tout ça. Avant d'entamer, pareil, rituel sur ce podcast, j'ai des petites rapid fire questions. Donc l'idée, c'est que tu répondes du tac au tac et ça permet de briser un peu la glace. Go ahead, vas-y. Ok, première question pour toi. Quel est ton premier réflexe le matin entre consulter Instagram ou préparer ton café? Mon café, Café en premier. direct. Quelle est la croyance, l'idée reçue sur Instagram que tu vois tout le temps et t'aimerais crier sur tous les toits que non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas vrai? Que tu dois être quelqu'un pour dire ce que tu penses sur les réseaux. Ah, j'adore. Quelle est l'erreur ou la bourde la plus embarrassante que tu aies jamais faite sur Insta? Aucune. J'ai jamais fait de bourde sur Insta. Rien. J'ai jamais eu un truc embarrassant, rien. Jamais une petite coquille dans un post, dans un sous-titre? Ouais, j'ai déjà fait des fautes, mais en fait, je suis tellement conditionnée à me dire: «Tu es une personne imparfaite» que même mes fautes, je trouve même pas que ce soit des bourdes, en fait. Je les laisse et je fais exprès de pas les corriger pour montrer aux gens que: «OK, c'est pas grave, j'ai fait une faute» et voilà, il y a des gens qui te corrigent, tu sais, dans les commentaires, mais non, c'est OK. Trop bien. Quelle est une habitude quotidienne non négligeable chez toi? Une habitude le sport, non négligeable, même si je l'ai négligé. Et quand je l'ai négligé, mentalement, ça allait pas. Donc, ça m'a rappelé que c'était non négligeable. Et à chaque fois que j'arrête et que je le fais plus, je me dis: «OK, remets-toi, c'est non négligeable. Tu en as besoin pour la santé mentale». Franchement, maman, elle cartonne sur Instagram, elle pivote, elle a plein de clients, elle arrive à faire du sport. Je veux savoir la recette miracle, laisse tomber, quoi. En fait, moi, j'adore que tu me vois comme ça de l'extérieur. Parce que moi, quand je me vois de l'intérieur, c'est Bagdad, tu vois? Donc toi, quand tu le vois, je me dis: «Waouh, donc c'est comme ça que les gens voient le truc». Mais pour moi, c'est action, action, action et puis de temps en temps, on regarde un peu ce qu'on a fait, mais on profite même pas sur le moment, quoi. On aura le temps d'aller creuser ça. Dernière question pour toi, un peu plus créative celle-ci. Si ton compte Instagram était un plat, Je pense que ce serait une bonne pizza hawaïenne. avec de l'ananas? Tu de la team ananas sur la pizza? Ouais. OK, no comments. Un peu controversé, mais quand ça te prend, c'est parce que ça te prend au goût, tu vois? Donc ouais, je serais une pizza hawaïenne, je pense. J'adore. J'ai envie de commencer avec toute la partie, Instagram. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai fait partie aussi à certains moments de mon développement, qui postent beaucoup sur les réseaux sans voir de résultats. Toi, de ton côté, tu débarques, premier trimestre 2025, plus 20 000 abonnés et tu en avais pas, 300 000 non plus, avant.
Quel est l'élément déclencheur de cette croissance? Est-ce que tout est parti d'un post qui a cartonné? Est-ce que c'est un contenu? Est-ce que c'est une collaboration? Enfin, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a enclenché cette croissance? Ouais, il y a eu un gros élément déclencheur qui est pas du tout technique comme on le pense. Pour, faire un bref rappel, avant, je tentais de faire du contenu. Donc moi, ça fait, 3-4 ans que je suis dans le coaching. Clientèle, ça a été toujours le nerf de la guerre pour moi parce que je tentais de faire du contenu comme il fallait. Donc poste autant de fois, fais de l'éducation, fais ceci, fais cela. Sauf que moi-même, quand je me regardais, je me trouvais boring au possible. Je me disais: «Mais c'est nul, j'aime pas ce que je fais, c'est trop parfait, c'est impersonnel au possible» et en fait, j'étais hyper désalignée entre la reconversion avec laquelle j'ai aidé les gens et la façon dont je donnais le message. Et je me suis fait coacher par une amie à moi. Je me rappelle, un jour, je l'ai appelée, j'ai dit: «OK, Valérie, il faut que tu me coaches sur mon alignement. On fait une séance». Elle est coach en PNL et elle m'a dit: «OK, pas de problème». On a fait une séance à distance et en fait, on s'est réalignés. Elle m'a réalignée, donc elle a posé les bonnes questions, on a visualisé et en fait, le résultat de cette visualisation ne correspondait pas du tout à ce que je mettais en avant. Donc moi, c'était beaucoup plus l'aspect motivation qui revenait, le mindset, la résilience, et cetera, pendant cette séance qu'on a eue ensemble. Et quand je regardais ce que je faisais, ça allait pas du tout. C'était pas du tout ça, c'était plat, enfin, ce que moi je qualifie de plat pour moi. Et ça résonnait pas. Donc, je me suis dit: «OK, en fait, Matt, arrête de faire ce qu'il faut comme il faut. Fais juste ce que toi, tu sens que tu dois faire». Au début, on n'est pas dans les règles, on tente. Et en fait, avec le fait que je me rendais compte que j'avais tellement d'idées, de phrases qui me sortaient de la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me suis dit: «Maintenant, ces phrases, je vais commencer à les noter. Je vais arrêter de les garder pour moi». Parce que parfois, tu sais, moi, je suis fan de motivational speech. Genre, vraiment, j'adore ça. Je peux écouter ça du matin au soir. Et parfois, j'étais devant mon miroir et je me fais des motivational speech. Mais j'ai pas de public. Bon, c'est moi mon public, tu vois. Mais ça me fait vibrer de faire ça, même seule, tu vois. Et je me suis dit: «Tu sais quoi? Toutes ces petites phrases que tu fais en motivational speech que tu trouves sympa, tu les poses sur papier. Et puis après, tu vas te prendre une séance de podcast, tu vas booker un studio et tu vas aller tout délivrer». OK? C'était juste un test. Donc je n'étais même pas calée, il n'y avait pas de hook, quoi que ce soit. J'ai vraiment fait en mode test. Et à partir du moment où j'ai fait ça, en une semaine, j'ai pris 10 000 abonnés. Oh waouh! Et j'ai posté une fois par jour. Et après 7 jours, j'ai des posts qui ont décollé, mais comme je ne l'avais jamais vu avant. Je me rappelle, j'ai eu un post qui m'a ramené 17 000 abonnés d'un coup. Je me suis dit: «J'ai une pépite là, je tiens un truc». Et dis-toi que je le tenais, mais en version brute, même pas travaillée. Il n'y avait pas trop de sens encore. Pour moi, c'était juste, je veux utiliser les réseaux sociaux comme outil, mais je veux que ça me ressemble et que je prenne du plaisir à le faire. C'est pour ça que j'ai jamais été, je pense que tu le vois sur mon Insta, hein, je respecte pas beaucoup de codes. Enfin, il y a plein de choses que je fais pas, mais aujourd'hui, avec le recul et avec le travail que j'ai fait pour la nouvelle offre surtout, je vois toute la marge encore d'amélioration que je peux avoir et je me rends compte que je suis qu'à 30% de mes capacités. C'est beau. Ouais, parce que j'ai hâte de voir la suite du coup. Donc c'est vraiment repartir de toi, de ton alignement, de ce qui te faisait kiffer, de ce que tu t'appliquais aussi à toi-même et puis de t'autoriser aussi à y aller de manière, imparfaite, non conventionnelle et cetera. Ouais, et c'est exactement ce que je dis à mes clientes que j'accompagne aussi aujourd'hui. C'est ça en fait, c'est OK, il y a ce que les gens font, mais le problème c'est que vous comparez ce que vous faites en étant au chapitre 0 avec le chapitre 20 d'une personne qui fait ça depuis très longtemps et qui a développé une certaine aisance sur pas mal de choses. Et le problème c'est qu'en essayant de copier, ça se sent et il y a un truc qui se casse en fait. On connecte pas. Et je leur dis: autorisez-vous à être comme des bébés qui apprennent à marcher. Commencez à votre échelle, avec votre ressenti, comment vous poseriez vos idées. Et puis après, on va aller peaufiner, étayer un petit peu. Mais il faut d'abord que le produit brut, il sorte. Et que vous ne soyez pas directement dans il faut que ça soit parfait, que ça soit carré, que machin. Non, parce que sinon, ça ne marche pas. Et ça se ressent, en fait. Ouais, d'abord s'autoriser à poser une base qui nous ressemble, aussi imparfaite soit-elle et ensuite, dans un second temps, on peut venir y mettre de la stratégie, de l'esthétique, du marketing et cetera. Ouais. Enfin, c'est comme ça que moi, en tout cas, je fonctionne maintenant. Et ça marche plutôt bien. Donc, je sais qu'il y a plein d'écoles différentes. Mais je pense que moi, je suis dans l'école de l'intuition. Et pour l'instant, elle paye. Même plutôt très bien. Quand je vais voir ton compte Instagram, parce que du coup, j'ai aussi beaucoup suivi ton parcours, j'ai vu que ces fameux contenus qui ont beaucoup, beaucoup fonctionné pour toi, tu nous en as un petit peu parlé, les contenus que tu faisais en studio, un petit peu style face cam, interview. Alors, je sais pas, du coup, si tu enregistré, si tu avais quelqu'un qui te posait des questions, ou alors si c'est juste toi qui te filme de trois quarts, mais qui parle face à un mur, un vide ou autre, et que c'était plutôt des contenus très mindset, très motivationnels, comme tu l'as dit. Est-ce que selon toi, le fait d'être un peu grand public, entre guillemets, c'est-à-dire des contenus qui parlent à tout le monde, ça a contribué à cette croissance et c'est un conseil que tu te donnerais aussi? Ou pour toi, il y a pas vraiment de relation de cause à effet? Il y a une relation cause à effet qui est énorme, mais il y a un lien aussi avec ma niche de départ.
C'est-à-dire que moi, c'était la reconversion et je touchais principalement les personnes qui étaient malheureuses dans leur emploi et j'aidais ces personnes à trouver le métier qui leur correspondait. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, 80% des gens sont malheureux dans leur travail. Enfin, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils sont pas ultra épanouis. Soit ils disent, ouais, ça paye bien, etc., mais ils ne respirent pas tous le bonheur et la joie de vivre dans leur activité. Ça veut dire que moi, je ne pouvais pas l'identifier puisque ça peut être tout le monde, étant donné que ça touche tout le monde, et la majorité des gens n'en parlent pas. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que tu vas parler à tout le monde, mais quand tu creuses un petit peu le contenu, tu te rends compte que les thématiques mindset que j'aborde, elles ont toujours un lien, direct ou indirect, avec cette problématique-là. L'épanouissement. Exactement. Donc moi, ce que je fais, comment j'ai vu les choses, c'était tous les coachs reconversion, ils donnent des tips, ils donnent des outils, ils parlent de ton CV, etc. Moi, ça ne me parle pas. Moi-même, quand j'en parle, je m'ennuie. Donc je me suis dit, non, mets-toi dans la peau de la personne qui est en train de vivre ça. Pense à toutes les douleurs qu'elle est en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui la freine? Et toi, maintenant, tu vas aller mettre toutes ces petites douleurs en lumière. Et tu vas expliquer potentiellement pourquoi elles ont ces douleurs. Et tu vas surtout leur faire comprendre que c'est normal et tu n'es pas seul. Donc moi, ça a été mon positionnement à moi. C'est comme ça que je l'ai pensé. Et en fait, c'est exactement l'effet que ça a eu. Parce que moi, mon agenda, il était rempli. Franchement, j'ai jamais eu à faire de la prospection de ma vie depuis que j'ai commencé avec le contenu en ligne. Il a été rempli de personnes qualifiées par rapport à ce que je proposais parce que je parlais à leur douleur directement. Donc oui, ça touchait un large public, mais il y a toujours une personne qui allait se retrouver à un moment donné dans ce que je disais réellement et ça allait avoir un lien sur sa vie pro. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous partages que tu parlais avant tout des douleurs et de leur situation actuelle et pas forcément des solutions en mode voici comment faire ton CV, voici comment trouver le métier fait pour toi. En fait, c'est vraiment t'adresser uniquement à leur situation actuelle et leurs frustrations, majoritairement. Ouais, ça c'était comme tu dis, le contenu large public que je faisais en format interview, en podcast. Par contre, j'avais conscience que du coup, j'attirais. Maintenant, il fallait convertir. Et là, par contre, les postes de conversion, ils étaient moins réguliers parce que je faisais encore du one-on-one, donc je ne pouvais pas non plus accueillir des milliers et des cents. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais 2 appels à l'action, par exemple, par semaine, voire un parfois parce que j'avais assez de travail. 2 appels à l'action, mais c'était toujours amené avec un poste qui était beaucoup plus axé sur la situation désirée ou une solution à proposer. Est-ce que tu as un exemple en tête d'un poste que tu aurais pu faire pour avoir un exemple concret? Ouais, clairement. À un moment, j'ai proposé l'outil Ikigai, tu connais certainement. Je l'ai proposé, mais je ne l'ai pas dit, tiens, je te balance un Ikigai, si tu le veux, commente Ikigai et je te l'envoie. Non, j'ai mis un post, je me rappelle, c'était une petite vidéo, et ça disait beaucoup de femmes ne savent pas encore qu'il existe, oui, parce que j'accède principalement sur les femmes, donc beaucoup de femmes ne savent pas encore qu'il existe un outil qui leur permet de trouver le métier qui leur correspond en alliant leur passion et leur profession, par exemple. Commente Go, ou je ne sais plus ce que j'avais mis, pour le recevoir. Donc fatalement, je savais que toutes les personnes qui allaient commenter, c'était des personnes qui avaient besoin de trouver un métier qui leur correspond. Et c'est ce qui s'est fait, le post il avait explosé, j'avais eu pas mal de demandes. Donc ce que je faisais, c'est que j'envoyais l'outil et directement après, je redirigeais vers un rendez-vous. De manière automatisée avec genre un mini chat ou un truc comme ça? Ou est-ce que la proposition de rendez-vous, c'était manuel? Non, en fait, à partir du moment où c'était téléchargé, la page de rendez-vous s'ouvrait en mode hey, psst, si cet outil t'intéresse, je pense que les 15 minutes gratuites de coaching pourront encore plus t'intéresser. J'adore, génial. Donc proposer un outil, mais le teaser un petit peu, toujours en partant en fait de la douleur, de la frustration, de la situation actuelle de ta cliente en l'occurrence. Exactement. Et c'est pour ça, quand tu vois mon compte, même maintenant, j'en fais des clients. J'ai même pas encore bien commencé à communiquer sur la nouvelle offre, mais je mets pas en avant ce que beaucoup de gens mettent en avant et qui peut effrayer les gens. Tu sais, tiens, j'ai cette solution miracle pour toi, toute faite, commente X et tu vas la recevoir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont, premièrement, pas aussi naïfs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abusé de toutes ces techniques. Et puis, ils sont aussi très frileux. Ils ont envie de valeurs, de vraies valeurs, et puis qu'on leur parle simplement et qu'on crée de la confiance avec eux, simplement, sans avoir l'impression qu'on leur vend un truc à chaque fois ou autre, tu vois. Ça me parle beaucoup. C'est quoi les outils que tu utilises sur ton compte Instagram? On a parlé du coup de ManyChat pour automatiser l'envoi d'outils, par exemple. Qu'est-ce que tu utilises d'autre? Ma plateforme, donc j'utilise principalement GoHighLevel et ManyChat. GoHighLevel, c'est pour les pages de capture, les pages de remerciements, les choses comme ça? Ouais, tu peux aussi faire des automatisations avec. J'envoie pas mal de mails automatisés parfois après. Tu sais, quand tu délivres, parfois je délivrais un outil par mail. Donc justement, je privilégie aussi GoHighLevel pour récupérer des leads. Donc je disais, voilà, tu as reçu ton outil dans ta boîte mail, etc. Comme ça, je récupère pas mal de leads. Et parfois, je faisais des petites relances ou autre. Est-ce que tu as eu le temps de regarder? Ou tu vois, des petites relances par email ou autre. Mais ça, je le faisais avec GoHighLevel. En fait, j'utilise GoHighLevel principalement pour tout mon business.
Et ManyChat, parce que c'est plus facile de faire une automatisation sur ManyChat que GoHighLevel. Donc quand je suis dans la rapidité, j'utilise ManyChat, en 5 clics, c'est fait. Mais GoHighLevel, le temps de mettre en place toutes les automatisations, c'est beaucoup plus complexe. Vraiment, je t'assure, moi je dis tout le temps à tout le monde, je suis une fausse entrepreneuse, moi. Parce que, en fait, je suis pas encore, c'est même pas que je suis pas encore, c'est que pour ça maintenant j'ai pris une team, mais j'aime pas tout ce qui est trop complexe et qui me ferait me dégoûter moi-même de mon activité. Donc j'essaye toujours d'aller au plus simple. C'est pour ça que je te dis je suis qu'à 30% et le plus simple, il marche déjà très très bien. Donc ça veut dire que maintenant, quand je vais mettre en place tous les leviers de croissance là, dans les mois prochains, on va avoir quelque chose normalement de beaucoup plus sympa. Ah, j'ai hâte de suivre ça, ça va être trop cool. Ouais, il y aura beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup. Tu le verras. Est-ce qu'on a le droit à une exclusivité ou un teasing ou pas du tout? Tu sais que j'étais boxeuse. Oui. Ben justement, j'envisage un petit comeback. J'ai jamais fait de vrai combat pro, mais j'envisage de le faire et de le mettre au service de mon activité. Ça, c'est un vrai beau teasing, j'adore. Je dis ça, tu verras, ce sera le jour et la nuit. On passe au level 2 là. On passe au level 2. Bah, passons au level 2 de ce podcast. En cours de route, tu as changé de positionnement. Donc, tu as commencé comme coach carrière, reconversion, comme tu nous l'as expliqué. Et là, maintenant, ta bio Instagram parle de mentoring et d'accompagner sur la création d'une activité en ligne. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de positionnement? Premièrement, je pense que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'avais toujours voulu faire avant, à partir du moment où moi-même j'avais été coachée. Je me rappelle que moi, quand j'avais été coachée, je m'étais dit: «Ah, mais c'est ça que je veux faire». Mais j'avais la conscience que je n'avais pas la maturité nécessaire en termes de connaissances. Et pour ça, jamais je me verrais aller mentorer quelqu'un en business si moi-même, je n'ai pas réussi à partir de n'importe quelle activité à me développer moi-même. Donc je me suis dit, je me lance dans la reconversion. Donc j'avais fait une formation professionnalisante de coaching. Mais avec ça, tu peux faire énormément de choses. Tu peux être coach love, coach peu importe. Moi, j'ai fait le pro parce que c'est ce qui me parlait à moi. Sauf que j'ai beaucoup de personnes qui se reconvertissaient dans le salariat, mais encore plus dans l'entrepreneuriat. Premièrement, j'ai remarqué que je prenais énormément de plaisir avec les personnes qui se reconvertissaient dans l'entrepreneuriat parce que moi, je les aidais à péter leurs croyances et envisager quelque chose qu'ils n'avaient même pas pensé faire. Et au final, ils se sont retrouvés à faire des projets incroyables. Et d'autre part, le salariat, je me sentais... En fait, je me dis, mais tu prêches un message quand tu les aides à se reconvertir dans un salariat auquel tu crois même plus. Donc, je dis pas que le salariat, c'est pas bien, parce qu'il en faut pour tout le monde, mais c'est pas moi, en fait. Ça représente même pas mes valeurs. Et il y a un moment où ça a commencé à se faire vraiment ressentir. Donc là, j'ai mes dernières clientes en reconversion maintenant qui ont commencé un petit moment. Là, on termine, le mois de mai, c'est fini, je suis plus dans la reconversion. Mais même moi, quand je leur parle, je me rends compte que ce que je leur dis, ça va au-delà de ce qu'elles sont capables d'apporter dans le salariat. Et c'est là où je me suis dit, OK, t'es à la fin du truc. Et tu sais, on dit souvent que le corps, il nous parle. Je ne sais pas si toi, tu as déjà remarqué ça, mais j'ai remarqué une chose. Je l'ai observé, c'était très drôle. Quand je commençais à prendre mes clientes en reconversion, quand j'étais sur la fin, je commençais à bâiller. Mais bâiller, tu sais, il pouvait être 9 h du mat, je sors du sport, je commence la session et mon corps n'arrête pas de bâiller. Et je me disais, mais c'est bizarre ça, comment ça se fait? Je switch avec une autre cliente, plus business, et là, je suis énergisée. Et là, je me suis dit, Matt, ton corps est en train de te dire que tu t'ennuies et tu veux pas l'écouter, mais tu t'ennuies réellement. Donc, OK, c'est bien, tu adores aider les autres, mais fais-le dans quelque chose qui t'anime encore plus. Et c'est là qu'en fait, ce petit switch s'est fait, quoi. D'ailleurs, tu me fais, est-ce que toi, tu as déjà vécu ce truc physique où ton corps te faisait comprendre que tu n'es plus à ta place, là? Mais constamment, tous les jours. Je pense que tous les jours, notre corps nous parle d'un point de vue micro ou macro, mais je pense que je l'ai vécu quand le coup de bâiller en séance de coaching. Alors là, on va être dans les confessions de coach. Mais je pense que quand je faisais encore du one-to-one, alors que moi, je mourais d'envie de passer sur de la formation en ligne, des conférences, enfin vraiment le one-to-many, je bâillais aussi en séance, clairement. Et j'étais en mode, je suis plus en train de m'éclater. Moi, j'ai envie d'aller mettre les mains dans la technique, j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'avoir un podcast, j'ai envie de porter ma parole plutôt que d'être dans l'accompagnement vertical, profond d'une personne seulement et de changer les vies une par une. Je me dis, non, je préfère 10 par 10 ou 100 par 100. Et je me souviens bien de ce moment. OK, ça va, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, donc ça fait sens. Je suis au bon endroit au bon moment, là. Trop bien. Merci pour ta question. Et du coup, comment est-ce que tu as opéré ce positionnement? Parce que je sais que c'est quelque chose que mon audience souvent diabolise beaucoup. Je peux changer de positionnement, mais est-ce que je dois l'annoncer à mon audience? Est-ce que je dois faire des posts pour en parler? Est-ce que je dois limite faire un décret qui annonce publiquement que je m'apprête à changer de positionnement? Ou est-ce que juste du jour au lendemain, tu t'es réveillé un matin ou un soir et tu t'es dit, je modifie ma bio Instagram et à partir de maintenant, je poste du contenu un peu plus business? Quel est le choix que tu as fait, toi? C'est cool que tu me poses ça parce que je suis en plein dedans. Alors, comment j'ai réfléchi la chose? En fait, moi, je l'ai vu chez certains entrepreneurs. J'ai vu un switch radical du jour au lendemain et ça fait tilt. Je n'ai pas arrêté de les suivre ou autre, mais je me suis dit, ah, waouh, il a complètement changé là.
Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai pas envie de perdre mon audience actuelle parce que je pense que la majorité de mes clients sont dans mon audience actuelle. Ils aspirent tous à plus, mais ils s'autorisent pas. Donc, ce contenu va continuer à les nourrir. Maintenant, effectivement, je ne peux pas passer de l'un à l'autre radicalement, mais c'est une continuité logique. C'est-à-dire que moi, je t'aidais à trouver le métier qui te correspondait ou l'activité ou le projet qui te correspondait. Maintenant, je t'aide à construire ce projet. Donc, il y a une suite qui est tellement logique parce que fin des fins, moi, je sais que j'ai envie de m'attaquer plus au coach. Mais je dois rester dans ma continuité. Je ne vais pas te faire, OK, j'aide tout le monde, putain, les coachs. Non. Je vais continuer à développer une activité, donc un projet avec. Et pour ça, au niveau de la communication, pour l'instant, j'ai gardé le même format. Pendant cette phase de transition, je me suis donné 2 mois pour faire cette transition. Je garde le même format, mais si tu observes, les thématiques, elles sont beaucoup plus liées à des douleurs de personnes qui se lancent dans une activité. Très juste. Tu vois, hein, le regard des autres, le fait de ne pas arriver à se prioriser ou autre, simplement prioriser ses propres besoins, ce qu'on a envie de créer parce qu'on fait plaisir à son mari qui ne veut pas qu'on soit indépendante ou autre. Donc, c'est vraiment, je reste sur la même façon de faire là, sauf que la thématique change. Mais normalement, début du mois de mai, là, on va rentrer dans une communication qui sera beaucoup plus business, mais je vais toujours l'amener avec le mindset business. Le prisme mindset, ouais. Voilà, je pense que je ne serai jamais la coach. Tu sais, toi, tu partages énormément d'outils. Bon, j'adore, mais je sais que ça ne me colle pas et ce n'est pas pour ça que les gens viennent chez moi. Les gens viennent chez moi parce qu'ils veulent ce punch, tu vois, de OK, moi, j'ai une idée et je veux lui donner forme. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Donc, ça n'aurait pas de sens de parler, par exemple, l'outil que tu peux utiliser pour, parce qu'ils ne sont pas encore dedans, là. Ils sont encore bloqués dans le je veux me lancer, mais j'y arrive pas. Oui, ou j'ai peur, ou j'ose pas, ou j'ai l'impression qu'il va se passer ci ou ça ou autre. Voilà, donc plus une communication business parce que ce sera vraiment là par contre en tombant dessus, on va beaucoup plus le ressentir. Mais voilà, c'est plus prévu pour le mois de mai et ça correspondait au moment où j'aurais aussi complètement terminé mon accompagnement. Et au moins, avec mes call to action ou autres, ce sera beaucoup plus pertinent de les faire rentrer dans l'accompagnement directement parce qu'en reprenant encore un one-on-one, je sens qu'aussi, je suis, comme tu le disais tout à l'heure, tu arrives au max, tu as envie de plus, tu as envie de parler, de porter ta voix plus loin à plus de monde. Donc voilà. Ah, mais c'est passionnant. Et ce que j'adore, c'est qu'au moment où cet épisode de podcast sort début juin, donc en fait, il y aura déjà cette transformation qui aura été faite. Donc les gens pourront aller faire leur petit ninja détective et regarder justement le pivot, comment tu l'auras amené en douceur, quel type de contenu. Donc évidemment, je mettrai ton compte Insta en description de cet épisode de podcast pour les gens qui voudraient aller observer comment tu t'y es prise. Moi, j'ai hâte de regarder ça. Dernière question pour toi, par pure curiosité. Tu nous as dit, si je n'avais pas osé me positionner comme mentor business dès le début, c'est parce que moi-même, je n'avais pas monté un business sur une autre thématique pour me prouver que j'en étais capable, etc. Est-ce que du coup, ton positionnement actuel, tu commences à avoir en tant que mentor, accompagnante, coach business, c'est ton positionnement final? Ou est-ce qu'il y a encore une étape d'après? Ah, j'aime bien cette question parce que tu vois, il y a mon cerveau qui me dit non, non, Matt, oublie pas, on a ça comme projet qui arrive là. Alors, pour la partie business, elle va rester. Maintenant, elle va évoluer. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de ma passion pour le speech motivationnel. Ma deuxième passion, c'est le leadership. J'adore ça. Vraiment, moi, j'adore regarder des leaders, comprendre leur communication, etc., etc. Et ce que j'ai vraiment envie d'amener dans cette formation à terme, c'est cet aspect-là aussi. J'ai vraiment envie que les gens n'aient plus peur de se dire je dois être quelqu'un pour oser parler devant des gens avec un micro, sur Instagram, etc. J'ai vraiment envie que dès le démarrage, ils se positionnent comme des leaders de leur activité. Parce que leur activité, en général, ils la connaissent. C'est juste qu'ils ne savent pas la vendre ou la promouvoir. J'imagine ça comme une armée de leaders. J'ai vraiment envie que les gens arrivent à réveiller leur leadership à travers cette formation. Que ça ne soit pas simplement juste créer un business. Non, positionne-toi aussi comme une référence directement. Et développe-toi dans ce sens-là, tu vois. Ah, c'est inspirant. Ouais, c'est un petit peu ça l'idée. Là, pour moi, on est plus sur du 6 mois, dans les 6 mois. J'apprivoise bien cette niche d'abord. Et une fois qu'elle est bien apprivoisée, je vais implémenter et commencer à mettre quelque chose de bien plus poussé. Parce que je fais partie de celle qui a besoin d'expérimenter, de comprendre, de toucher les choses, de sentir les gens et puis de me dire, OK, là, je pense que ça va bien pouvoir arriver à ce moment-là. Tu nous parles d'accompagnement, de formation. Est-ce qu'on devine que ce que tu t'apprêtes à lancer, ça va être du coup une formation un peu hybride qui mélange accompagnement, contenu, etc. pour lancer son activité? Est-ce que tu as le droit de nous en parler? Oui, j'ai le droit de t'en parler. Enfin, tu as tous les droits, c'est ton business, tes règles, mais je veux pas t'emmener sur des terrains minés ou de te De spoiler. toute façon, ce sera déjà sorti d'ici là. Donc oui, ce sera plutôt un accompagnement hybride, du coup, avec coaching de groupe et partie formation. Mais je mettrai beaucoup l'accent sur la communication. Vraiment, vraiment, parce que, tu sais, moi, j'ai fait pas mal je pense comme tout le monde, hein, j'ai fait pas mal de formations dans le passé, bien chères, et qui n'ont pas donné de résultats.
parce qu'il manquait des choses et qu'il y avait des choses qui étaient essentielles, à mon sens, quand tu veux vraiment construire une vraie activité. Et justement, cette formation-là, j'avais vraiment envie de la faire un petit peu comme pansement, tu sais, du style, OK, je sais que tu as eu ça, que ça n'a pas fonctionné, mais regarde, c'est parce qu'on t'a pas expliqué ça, 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 ça et ça. Parce que ces mêmes personnes-là, elles n'ont pas fait ce travail-là. Et moi, j'ai vraiment envie que tu creuses là-dessus parce que si tu arrives aujourd'hui à créer une image forte, tu n'auras plus besoin de vendre, puisque les gens viendront à toi naturellement. Trop bien. Franchement, ça donne envie, ça met l'eau à la bouche. Et bien, j'ai hâte de t'en parler quand ce sera sorti et que tout sera complet, mais ça ne saurait tarder de toute façon. J'adore la projection, le quand tout sera complet. Yes, c'est Ouais. ce qu'on veut. J'arrive à la troisième partie de cet épisode où j'avais envie de parler du coup un peu de comment concilier vie pro, vie perso parce que tu fais énormément de choses, tu as une grosse présence sur les réseaux, tu nous dis que tu fais du sport, tu es aussi maman, etc. J'ai l'impression que tu as... Alors toi, tu me dis c'est Bagdad en coulisses, mais de Ah ouais. l'extérieur, ça donne quand même une impression de oh waouh, enfin, elle maîtrise son game, quoi. Tu vois, elle a trouvé un bon fonctionnement. Déjà, à quoi ressemble une journée type pour toi en ce moment? Je sais que c'est blindé en termes d'emploi du temps, mais est-ce que tu as une journée type avec des horaires que tu pourrais nous partager? Tellement. Bah, déjà, je me lève à 7 heures, donc je suis pas je fais pas partie du club des 5 AM, pas du tout. Je me lève à 7 heures. Ensuite, je m'occupe de mon fils. Lui, il est déjà réveillé en général vers 6 heures, mais il fait sa petite vie en attendant que moi, je me lève. Je mets pas de réveil. Je mets jamais de réveil. Je me lève au son de mon fils, tu vois. C'est là où je me dis, bon, il est temps de me lever. Je le prépare, je fais les petits déj, je fais son lunch pour l'école, le classique, et je l'amène à la crèche. Il a quel âge ton fils? Il a 3 ans. Ok. Donc, je l'emmène, je rentre, sans réfléchir, on passe par la salle de sport d'abord. Comme ça, au moins, c'est fait, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas envie, même quand on est au bout de sa vie. Parce que je sais que sans ça, la journée, elle peut être très, très longue. Une fois que c'est fait, en général, il est approximativement 10 heures. Comme je suis ici à Dubaï, on a 2 heures de décalage. En France, il est 8 heures. Quand je suis dans des horaires normaux, c'est là où je mets mon premier poste de la journée. Donc, entre 10 heures et 10h30, je mets mon premier poste. Il est 8h30 en France. Souvent, c'est un bon timing. Tu les prépares en amont, tes postes, ou tu les fais un peu le jour J? Alors, le post du matin, je le prépare jamais en avance. J'ai 2 types. J'ai le format podcast que tu as vu, que je mets en général le soir. Ça, c'est préparé en avance. Je prépare à peu près 30 idées de contenu. Je vais les tourner en studio et je sais que j'en ai pour X jours, sachant que je ne poste pas tous les jours systématiquement. Je l'ai fait pendant un temps et j'ai l'impression que ça m'a plus desservi qu'autre chose. Ça m'a fatiguée et desservie et j'avais cette pression de me dire t'as pas posté, regarde l'heure qu'il est, même si t'as planifié ou autre. Même si le contenu il est là, mais il y a cette pression constante qui reste dans ta tête. Et moi, je suis pas une batcheuse à fond parce que ça m'ennuie le moment où je dois tout batcher, tout préparer. J'y prends déjà pas de plaisir et en plus de ça, c'est long. Donc en général, je fais le contenu à l'avance, je sais que je mettrai, j'en ai pour 30 jours. Je réfléchis pas trop à ce que je mets quel jour parce que le contenu du soir en général, il est relativement similaire. Mais c'est le contenu du matin. En général, comme j'aime pas prendre du temps à créer du contenu, je me dis toujours c'est du contenu que je dois pouvoir créer en 30 minutes, moins de 30 minutes. Donc ça doit être assez rapide. Donc souvent, ça va être des réels, tu sais, de type plus mise en scène avec du texte dessus. Ou bien ça va être des citations qui vont amener à la réflexion ou au partage. Moi, j'aime beaucoup les citations parce que ça se partage très facilement et ça accroît ma visibilité aussi. Donc, il y a ça. Et quand je pars sur les réels plus mise en scène, comme je les appelle, là, par contre, c'est pour faire un appel à l'action. Donc, j'entends que tu postes 2 fois par jour à certains moments? Ouais, sauf depuis la phase où je suis dans mon programme là, et que je bosse à fond, j'ai ralenti un petit peu. Mais en général, je postais 2 fois par jour. Ouais. Waouh. Ok, très bien. Donc, tu rentres, tu crées ton post en 30 minutes, ton post du matin. Et ensuite? Je crée mon post de 30 minutes et puis ça démarre. En général, je regarde un petit peu les sessions que j'ai dans la journée parce que j'ai encore mon coaching en one-on-one. La plupart du temps, je vais avoir 3 séances de coaching par jour. Sachant qu'une séance est censée durer 1 heure, mais avec les clients que j'ai, on est plus sur 1 heure, 1h30. Mais je m'octroie toujours ce petit temps supplémentaire. Déjà, 3 séances, c'est énorme. Enfin, je ne sais pas si toi, tu te rappelles quand tu les faisais en individuel. Quand tu as 1h30 et que tu en as 3, ça prend toute ton énergie de ta journée. Oui. Et à côté de ça, mais en général, je peaufine. Je vais rechercher un petit peu soit des thématiques que je pourrais aborder, que ça soit en plus dans ma formation, ou je travaille toujours sur le business de près ou de loin, entre les séances, quoi. Donc ça, c'est ma journée type. 17h, je vais chercher mon fils, du coup. Donc moi, ma journée, en soi, elle a plusieurs parties. Il y a le matin, c'est mon côté sport, machin, le petit. Donc là, je pense pas au travail. Puis il y a le gros tronc du milieu, là, jusqu'à 17h. Puis quand je vais prendre mon petit, de 17 à 19, je suis complètement off. C'est 2 heures que je lui octroie pleinement. En général, j'ai mon mari qui revient vers ces heures-là. Lui, il part super tôt le matin. On se voit parfois pas du tout le matin. Et quand il revient le soir, il prend un petit peu le relais. Mais entre-temps, dans ces 2 heures, moi, je fais le dîner, je m'occupe du petit, etc. Le tunnel du soir, quoi. Ouais. Et puis après,
j'ai mes clients d'outre-mer, j'ai des clients en Guadeloupe, j'ai des clients en Martinique, etc. Et eux, quand il est 19h20 chez moi, il va être 10h chez eux. Donc là, je fais encore mon dernier shift. Et en général, mes journées, elles finissent vers 22h30. Waouh, donc grosse journée, il y a la famille, le sport, le business, mais en fait, il y a pas vraiment la place pour autre chose. Non, pas pour l'instant. Tu travailles le week-end? Non, juste samedi, dimanche. Par contre, je préfère me caser une cliente à 22h que d'en avoir une un samedi matin. Là, je me suis programmée que les week-ends, c'est mon fils à 100% et mon mari, parce que sinon, en fait, tu le vois bien, on n'a jamais de temps à se consacrer. Surtout avec mon mari, c'est le plus dur, je pense. Nous, quand on fait un date, c'est vraiment c'est le date, quoi, tu vois. Mais c'est voulu parce que je sais que c'est un temps. Comme je dis souvent, c'est une saison et je suis prête, enfin, j'étais prête à faire ce sacrifice-là pendant un moment. Et justement, cette deuxième offre que je peux enfin lancer, c'est cette offre qui me permettra de me dégager tout le temps que j'ai toujours souhaité me dégager, en fait. Où est-ce que tu trouves ce temps justement pour, créer cette nouvelle offre qui arrive? Parce qu'on entend que tu as beaucoup de coaching, tes journées, tes soirées qui y sont dédiées, le temps de la crèche, le temps en famille, les week-ends, mais du coup, c'est quand le temps de création? Tu veux rire? Eh ben, j'ai dit à mes clientes, c'était il y a 3 semaines, j'ai dit: «Écoutez, les filles, prends une semaine de vacances». Donc moi, là-bas, c'était une semaine dehors. Puis je me suis dit: «Tu sais, en tant que bonne entrepreneuse, mais tu as 7 jours de libre, c'est le moment de créer». Du coup, je pense que j'ai dû travailler 60 heures cette semaine-là. C'était la pire semaine de ma vie, à tel point vraiment que je pouvais plus voir mon ordinateur à la fin de cette semaine. Tu vois, quand tu as tellement travaillé que ouvrir ton ordinateur, c'est un effort. J'en pouvais tellement plus. Mais j'ai produit tout le contenant de ma formation que j'avais travaillé depuis des semaines, que j'avais scripté et autres. J'ai tout produit dans cette semaine-là. Donc, tout le gros a été créé à ce moment-là. Et puis là, je peaufine. Il y a 2-3 petites choses que j'ajoute au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment pris ce temps-là à ce moment-là. J'ai bloqué une semaine et j'ai tout tourné, j'ai tout fait à ce moment-là. J'adore que tu nous racontes ça parce que ça montre, qu'on n'a pas besoin de 3 mois ou 4 mois pour créer un gros programme d'accompagnement, pour faire ce chiffre justement de l'individuel au collectif ou alors, arrêter, le mantra dit toujours d'arrêter de vendre son temps contre de l'argent ou que sais-je et du coup que parfois juste une semaine off, ça suffit à concrétiser ça. Clairement, et j'ai fait un truc en plus en une semaine qui est très, très complet. Donc quand tu as quelque chose, tu sais, quand tu vends simplement une compétence, par exemple, du montage vidéo, des choses comme ça va beaucoup plus vite. C'est juste de se préparer à se dire: «OK, je sais que ça, c'est un temps dédié et il y a pas de distraction, je fais ça, en one shot et puis après je suis tranquille, quoi». Tu avais commencé un peu à en parler, mais c'était une question que j'avais préparée pour toi. Est-ce qu'il y a des choses que d'autres mamans entrepreneuses ne sacrifieraient jamais pour leur business, mais que toi tu as choisi de mettre de côté? Pour ta croissance, pour ton pivot, pour la suite? Honnêtement, moi, il y a une chose et je pense qu'il y a beaucoup qui le feraient pas parce que je le vois autour de moi, c'est la vie sociale. Pour l'instant, j'ai pas de vie sociale, mais c'est voulu. C'est pas que, je me dis: «Ah, j'ai pas le temps de voir des copines». Non, 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 en fait, c'est juste que je sais que je suis dans une saison où ça n'a pas encore sa place. Parce que je sais pas si toi tu es comme ça, mais je suis le genre de personne, je peux pas être bien et rigoler quand je sais que, ah, cette problématique, j'ai besoin de la régler. Il faut que je bloque ce truc, je le termine et puis je sais que dans ma tête, je peux libérer de l'espace. Donc, je sais que ma vie sociale, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis de côté. Ça fait 1 an et demi, je pense. Quand je dis vie sociale, c'est qu'avant, j'étais quelqu'un qui faisait de la danse, je faisais pas mal de hobbies en à côté, où j'avais mes vendredis avec mes copines ou autres. Et c'est quelque chose que j'ai totalement arrêté. Et là où il me reste de la vie sociale, ça va être beaucoup plus ponctuel, tu vois. Je pense que je vais voir 2 fois dans le mois une amie ou quelque chose comme ça. Mais parce que dans ma tête, je me suis dit: «Tu es dans ta saison là. Ta saison, c'est le business». Si tu es encore focus un petit temps, tu sais que tu vas exploser. Tu mets des choses en place parce que là, maintenant, j'ai pris une équipe. Donc, je vais pouvoir commencer à me poser un petit peu. Et je sais que c'est juste une saison que j'ai délimitée. Déjà, à partir du mois de mai, ça va commencer à être light. Avant ça, ça a été, voilà. Mais je sais qu'à partir de mai, déjà, je vais commencer à me reprendre des bonnes habitudes et puis reprendre du vrai temps pour moi. Je parlais à une copine il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit: «Tu sais, mon rêve en ce moment, c'est de lire un livre». Je dis: «C'est bête, hein», mais je dis: «Mon rêve, là, du moment, c'est d'avoir le temps de lire un livre». Il y en a qui me disent: «Oui, mais on te voit dans ta piscine le week-end». Ouais, mais non, là, je suis dans la phase maman où je m'occupe de mon enfant, tu vois? J'ai pas ce moment, même dans ma semaine, je sais pas si ça t'arrive, où le lundi, je me dis: «Allez, aujourd'hui, c'est ma journée». Et puis, tu as les notifs qui te rappellent, tu vois? Et là, j'ai dit: «OK, Matt, tu continues un peu, mais ça, on va arrêter parce que c'est pas pour ça que je me suis lancée, moi. C'est pas pour ça que ça me fait pas vibrer d'avoir ce rythme de vie là, je l'ai pas fait pour ça». Donc là, il est temps de créer la vie qu'on a décidé de vivre. Mais c'est beau de se dire que tu as consenti à faire ce sacrifice pendant ce qui va être presque 2 ans au final, pour pouvoir te construire la vie dont tu rêvais, que c'est vraiment quelque chose que tu as fait, intentionnellement, en conscience et du coup, si tu te projettes un petit peu, elle ressemble à quoi cette vie de Mathie dans 1 an?
Dans 1 an, tu sais, moi j'adore, tu vois trop loin, toi. Moi, je vois déjà dans 3 mois. Non, parce qu'en fait, on devine dans 3 mois qu'il va y avoir du coup, la sortie de ton accompagnement, le petit shift business model de positionnement aussi. Il y a ton équipe, donc j'imagine que les premières semaines de ton nouvel accompagnement, tu vas être aussi beaucoup avec ta première cohorte et cetera, partager, faire shifter la création de contenu. Donc moi, dans la manière dont je prévois les choses, mais peut-être que je me trompe, détrompe-moi si c'est le cas, jusqu'à la fin de l'année 2025, tu vas être sur la fin de ton tunnel. Ça va s'alléger au fur et à mesure, mais je ne sais pas si tu as prévu de pouvoir complètement changer ton lifestyle en termes de nombre d'heures travaillées chaque semaine, et cetera. Donc là, je me projette beaucoup plus à long terme. Avril 2026, à quoi ressemble une journée type pour Ouais, toi? OK, donc là, on est en plein dedans. OK, d'accord, on est en plein dedans. OK, en fait, l'objectif, même avec ma team, on en a discuté et mon mari, c'est je travaille 2 heures par jour. Je ne veux pas travailler plus de 2 heures par jour sur ce business-là, OK? Parce que quand on est de nature travailleuse, le travail fait partie de son équilibre de vie, un minimum. Donc je ne me verrai pas travailler 2 heures et puis le reste du temps flâner. Mais mon fils, il passe à l'école, déjà à partir de septembre. Donc moi, septembre, c'était ma deadline. Il passe à l'école et ici à Dubaï, l'école, elle finit à 14h30. C'est-à-dire que mes journées à rallonge, c'est plus possible. Mon mari, il me disait: «Mais écoute, on prend une nanny et cetera» et je lui ai dit: «Non, mais en fait, c'est pas ma vision des choses. Moi, je veux m'occuper de mon fils. Je veux aller, tu sais, être ses mamans. Après l'école, on va à son cours de basket, on va à son cours de foot», tu vois? Je veux prioriser son épanouissement personnel. Donc, c'est à moi de changer mes horaires. La façon dont j'envisage les choses, c'est 2 heures sur le business par jour. À partir de septembre, c'est sûr et certain. Mais à côté, je t'avais dit que le leadership, c'est une de mes grandes passions, le motivational speech aussi. Ça, c'est mon goal sur le long terme. Ce business-là, c'est un petit morceau qui va me permettre de toucher mon objectif de vie, qui n'est pas de faire du business en ligne ad vitam aeternam, surtout connaissant ma relation particulière avec les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment de faire de l'accompagnement de leadership, mais en entreprise. Les interventions aussi, principalement en entreprise, et pouvoir enfin faire mes motivational speech, vraiment sur scène et faire que ça. Ça, c'est mon goal ultime. Donc tu te projettes conférencière en motivation, en leadership, leader d'opinion aussi, j'imagine, dans ce secteur-là? Ouais. Mais j'avais la conscience de me dire: «Construis-toi ta petite sécurité», parce que ça, c'est le type d'activité qui est pas stable dans le sens où tu travailles, au contrat. Donc construis-toi une stabilité, construis quelque chose qui va aussi mettre du poids et de la légitimité sur tes propos par la suite, parce que moi, j'adore apprendre ce genre d'expérience parce que c'est ce qui crée mon contenu finalement. Un jour, il y a quelqu'un qui a commenté, «On voit que quand tu parles, tu l'as vécu». Et je dis: «Oui, je vais jamais aller vous dire des choses que moi-même j'ai pas vécues parce que ça se ressentira et puis ça n'aura pas d'impact en fait». Donc moi, j'ai besoin de vivre ces choses. J'ai besoin de comprendre comment ça se passe dans la vie de cette entrepreneuse full-time. Comment tu veux tout comprendre parce que je sais que par la suite, j'en aurai besoin. Donc l'objectif, c'est qu'après, on soit uniquement sur de la conférence et de l'intervention en entreprise. Et l'intervention en entreprise, elle vient de nouveau toucher, tu sais, à ce pourquoi à la base, je m'étais lancée dans la reconversion, trouve ta voie. L'épanouissement pro? Exactement. Je me suis dit: «Mais Matt, la majorité des gens qui viennent te voir, c'est pas de leur faute s'ils sont pas bien dans leur taf. C'est parce qu'ils ont des boss qui sont dégueulasses avec eux». Et ça a été un déclencheur de me dire moi, j'aime bien traiter les problèmes à la racine, tu vois? Et moi-même, quand j'étais salariée, ce qui a fait que j'ai arrêté le salariat, c'était le management que j'avais eu. Et à chaque fois, je me disais: «Mais si elle faisait ça comme ça, au moins les gens seraient plus comme ça. Mais si elle faisait ci», tu sais, j'essayais de trouver des solutions au management. Et là, je me suis dit: «Mais c'est le moment, Matt, en fait. Dans ta posture, tu vas pouvoir enfin aller apporter des solutions concrètes dans des managements qui sont complètement défaillants», tu vois? Donc voilà, un petit peu le parcours. C'est beau parce que quelque part, c'est comme si on bouclait la boucle où en fait, où tu pars de l'épanouissement professionnel et coach carrière, tu passes par le côté business, leadership, motivational speak, mais au final, tu reviens à l'épanouissement pro en entreprise. Oui, totalement. Et avec le côté business et avec le côté leadership et c'est totalement ça. Et ça, c'est un déclencheur aussi que j'ai eu très tôt dans ma formation de coaching. Tu sais, j'étais avec une femme en formation, elle était autiste Asperger. Donc déjà, elle a une réflexion qui est différente, il y a pas de filtre et cetera. Et à un moment, elle m'a dit: «C'est quoi le type de coaching qui toi t'intéresse?» Et moi, très tôt, donc quand je m'étais lancée, j'avais 26 ans, je lui ai dit: «Moi, le type de coaching qui m'intéresse, c'est le coaching de dirigeants, plus axé sur le leadership». Et elle m'a dit: «Mais c'est quoi la légitimité que tu vas apporter?» Et du coup, moi, ça m'a cassé dans mon délire. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a cassé La direct. question que tout le monde redoute et pourtant qui fait sens. Exactement. Parce qu'après, je lui ai dit: «Mais j'ai pas besoin». Puis d'un côté, je me suis dit: «Si, en fait, tu as besoin, mais tu es pas obligé d'avoir, été chef d'entreprise pendant 15 ans pour pouvoir le faire. Toi, tu vas le faire parce que tu as été du côté du consommateur, en fait, celui qui a consommé le mauvais leadership». Effectivement, c'est une boucle bouclée, mais pour moi, en fait, ça a tellement de sens. Tu sais, c'est comme si le parcours, je l'avais tracé il y a des années
Et que là, je suis juste en train d'allier un petit peu toutes les étapes avec cette stratégie en tête pour qu'au final, ma vie, ça soit plus que vivre réellement, uniquement que de ma passion. C'est hyper inspirant. Fais-moi un credo dans ton emploi du temps en septembre-octobre pour qu'on enregistre l'épisode 2 de ce podcast et qu'on voit, Mais qu'on suive ton tellement, parcours, qu'on voit est-ce que vraiment tu bosses 2 heures par jour, comment s'est passée ta transition, et cetera. tellement. Je vais dire à Aline, j'en peux plus. Je crois que j'ai bossé 2 heures. Je suis à 25 heures par jour. Non, mais tellement. Et puis ça a été très vite pour moi, tu sais. À partir du moment où j'ai fait ce shift dans ma tête, je l'ai fait en août, ce shift. Donc cette grosse ascension-là qui m'a permis d'exploser, c'est de août à maintenant, en fait. Donc tout ça a été vraiment très, très vite. Et c'est pour ça que même le leadership, tu sais, censée le commencer. J'ai ma formation d'expertise en juillet. Puis je me suis dit, Matt, t'en as pas marre de tout faire trop vite dans ta vie? Prends le temps de stabiliser enfin les choses et puis tu vas poser pour ça. Mais d'abord, stabilise. Mais sinon, moi, c'est toujours une succession de choses qui s'enchaînent, quoi. Ah mais j'adore. Et c'est ça aussi qui fait qu'on fonce et qu'on a des résultats. C'est parfois le fait aussi d'accepter que tout soit un petit peu brouillon, chaotique, mais que ça avance et que ça avance plutôt vite. Mais tellement, tu vas rire. La première cliente que j'ai eue en coaching business, j'avais jamais fait de coaching business, mais j'avais cette envie folle. Et elle m'a dit, oh, j'aimerais bien développer mon activité. Je dis, OK, viens, on va développer ton activité. Mais j'avais rien, j'avais pas de support, j'avais rien du tout. Je savais même pas comment j'allais le faire. Et elle a eu quand même des super résultats. Donc, je me suis dit, ça, c'est mes leçons, tu sais, de me dire, en fait, on croit toujours qu'on a besoin d'être prêt à 10 000 % avant de se lancer. Non, il faut tester, il faut voir si déjà, est-ce qu'on va aimer, est-ce que ça va produire du résultat ou pas. Et puis après, ben, on voit et on s'adapte aux conséquences, quoi. J'adore. J'ai une toute dernière question pour toi, qui est une question un peu créative aussi pour clôturer notre échange. Si ton parcours entrepreneurial était transformé en série Netflix, quel serait le titre de l'épisode actuel? Fierce. Je te dis en anglais parce qu'en français, ça n'a pas de sens. Genre vraiment fierce, mais tu sais, en bold, grosses lettres, gros caractère gras, boum, bien brut, fierce. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français pour les personnes qui parleraient pas anglais parmi les auditeurs? Ça veut dire force, mais dans l'intensité. Oui, il y a une notion de combativité, Oui. d'intensité et en même temps presque du côté d'oser en fait, tu vois? Ouais, clairement. C'est tellement ça. De dire les termes. Pour te donner une image, je suis dans l'énergie Nike. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Just do it. Voilà, juste fais-le. Fais-le en parfait, fais-le comme tu veux, juste fais-le. C'est vraiment dans cette énergie que je suis en ce moment et je pense que ce serait, ouais, un bon titre d'épisode. J'adore. Où est-ce que les gens peuvent se retrouver s'ils ont envie de te faire un feedback suite à cet épisode, s'ils ont envie de se renseigner sur ton accompagnement aussi ou juste de suivre tes contenus, tes futurs motivational speak? C'est quoi le plus simple? Instagram, Mathie change ta vie, donc mathie.change ta vie. Ça fait je ne sais combien de mois que je dis, il faut que je développe mon LinkedIn, mon machin, mais en fait, Insta me prend déjà tout mon temps. Donc Instagram, Mathie change ta vie. Ce sera mis en description. Super. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu pour ta transparence, ton honnêteté, tout ce que tu as partagé. J'étais hyper inspirée par plein de choses. Il y a des discours qui ont résonné en moi aussi, donc je suis contente. J'ai fait mon petit travail de ninja que j'avais prévu de faire. Comment tu t'es sentie? Super bien. En fait, justement, là, maintenant que tu me dis ça, je suis en train de me dire, est-ce que du coup, tu as eu vraiment les infos que tu voulais quand tu m'as dit, je suis jalouse, il faut que j'ai les petites infos. Est-ce que tu les as? Ok, Oui, c'était une parfait. manière de présenter les choses, mais bien sûr que oui. Non, il y a plein de choses que j'ai trouvées très inspirantes. Je pense que ce qui m'a le plus inspiré slash challengé, c'est quand tu nous as partagé le fait que tu avais tout fait en une semaine. Et tu vois, je trouve que moi, dans ma posture, où j'ai le confort d'avoir un business qui tourne à 7 chiffres, etc., des fois, en fait, je fais tout un plat du moindre changement. Genre, le moindre positionnement, ça doit être une étude de marché de 3 mois. Le moindre lancement de nouvelle offre, ça doit être OK, alors il va falloir que je prépare telle ou telle chose. Et en fait, je me dis, mais Aline, il y avait cette période où tu crées une nouvelle offre en 3 jours, où tu enregistrais une formation en ligne imparfaite, mais qui faisait du chiffre et tout. Et en mode, est-ce qu'on peut dédramatiser un petit peu les choses et revenir à plus de simplicité, de spontanéité aussi? Et ça, je pense que j'avais besoin de l'entendre, tu vois. Ouais. Et si je peux rapidement te partager ça, tu sais, ça fait sens ce que tu dis et c'est une leçon qu'on a apprise avec mon mari parce que quand on est arrivé à Dubaï, on est arrivé, il faut savoir, on n'avait rien. C'est-à-dire que moi, mon business n'était pas développé, lui, il recommençait avec sa clientèle, donc on est vraiment parti de zéro et je pense qu'on avait économisé 20 000 € à tout casser pour venir s'installer à Dubaï. Donc autant dire que c'est parti comme ça, en même pas 2 mois, avec tout ce qu'il y a à faire. Et on s'était dit, on doit travailler direct et il faut qu'on y aille à la dure, qu'on n'avait pas de plan B. On a tout laissé, donc sans plan B, avec presque rien sur le compte en banque et ça nous a poussé dans nos retranchements et ça nous a poussé à aller chercher. On a créé une entreprise, on proposait du sport et du coaching pro, donc d'entreprise, à des entreprises. Donc on avait fait une combinaison parce que nous, on avait juste analysé que les gens, ils travaillent énormément, donc ils aimeraient bien avoir le sport sur leur lieu de travail. Sauf qu'on a fait 0 étude de marché, donc rien, au niveau business, c'était mais 0. On est parti avec le feu intérieur, comme je dis souvent. Et sache que
On est passé par toutes les étapes, la prospection, les networking, machin. Et notre premier client, c'était Louis Vuitton quand même. Oh waouh! Ouais, c'était Louis Vuitton quand même et ils nous ont fait confiance sur d'autres projets par la suite. Mais c'est ce jour-là où je me suis dit, en fait, on a arrêté le projet parce que finalement, mon rôle me plaisait plus. J'aime pas être dans l'admin ou les choses comme ça et finalement, j'étais plus que ça. Mais parfois, quand on a quelque chose qui est là, tu sais, qui vibre, faut juste lancer et tester. Même si tout n'est pas parfait, mais juste, on lance le truc et on voit comment ça pourrait fonctionner. Et le retour que j'ai fait avec mon mari, c'était il y a 3 ans qu'on avait fait ça. Je lui ai dit: «Purée, comment on a fait? On est quand même, allés au culot». On avait rencontré des CEO, on avait rencontré le CEO de je sais plus quel, de Safran Middle East. On avait été lui parler de notre projet comme si on l'avait étudié alors que finalement il y avait rien. Il nous avait démonté ce jour-là, je me rappelle. Mais je lui ai dit: «Aujourd'hui, tout ce qu'il m'a dit, ça fait sens. Ça fait tellement sens» et heureusement qu'il en a parlé parce que ça nous a un peu réveillés, tu vois? Mais ça nous a pas empêchés J'adore. d'avoir quand même des super clients. Commence avant d'être prêt. C'est une merveilleuse conclusion pour cet épisode de podcast. Merci beaucoup, Mathie. Merci à toi, Bah, au Aline. plaisir de continuer à te suivre, de voir toute cette transition dans ces prochains mois et comme je te disais, d'avoir une seconde partie sur comment ça s'est passé pour toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très vite.